Tout d'abord, bonjour, Saharam Dankom, c'est bientôt fini. Aujourd'hui, nous allons voir la stabilité des pentes ou bien les talus, c'est pareil. On va commencer par présenter les talus ou bien les pentes. On va dire une pente ou un talus, par sa forme de surface qui est en pente, peut présenter une instabilité. Cette instabilité se manifeste par un mouvement de surface dû à des phénomènes naturels tels que l'érosion, les tremblements de terre, les pluies orageuses intenses, etc. Ou bien à des terrassements tels que les mises en remblai à des pentes raides ou des déblais au niveau des pieds des talus. Bien, nous allons maintenant classer ces mouvements, classification des mouvements. On va commencer par les éboulements. Qu'est-ce que c'est que les éboulements? Ce sont des chutes soudaines de pierres et de massifs rocheux qui sont dues à l'altération du massif rocheux et suite à une variation des contraintes. Donc là, je sous-entends une augmentation de la pression interstitielle après un orage ou bien une pluie violente. On peut également avoir un glissement banc par banc, c'est-à-dire des couches horizontales, mais là, c'est propre à une certaine catégorie de roches qui présentent une stratification très serrée et altérée. Je peux donner comme exemple l'ardoise. Les glissements, ce sont des mouvements plus lents qui se produisent au niveau des sols plus ou moins homogènes. Ce sont des mouvements qui se produisent à la surface. Alors, ils peuvent avoir deux formes, ou bien un glissement plan, ou bien circulaire. Les glissements plans, ils se manifestent lorsqu'il existe une surface topographique pouvant favoriser ce genre de glissement. Les glissements circulaires, ils se manifestent par un glissement d'une masse de sol suivant une surface circulaire, partant de la surface horizontale jusqu'au pied du talus. Donc là, nous avons un talus. Là, on appelle ça la tête du talus, le pied du talus et le talus. Donc voici un exemple de glissement plan. Donc nous avons un plan de glissement linéaire et cette masse est susceptible de glisser. Voici un glissement circulaire. Donc la ligne de glissement, elle est circulaire et c'est cette masse qui est susceptible de glisser. On passe maintenant à l'étude des glissements et on va commencer par le glissement plan. Donc là, les hypothèses de l'étude, soit un talus de pente bêta, Là, on va supposer une rupture plane suivant la ligne OA. Donc, la ligne de glissement va avoir un angle de glissement de θ. Donc, soit un talus de pente bêta. On suppose une rupture plane passant par le pied du talus et faisant un angle θ avec l'horizontale. Pour étudier l'équilibre de la masse, on va la diviser en plusieurs tranches, mais c'est des tranches verticales. Pour étudier l'équilibre de la masse glissante OAB, on la divise en une tranche verticalement et on suppose que chaque tranche est indépendante et assure sa stabilité comme si elle était seule. Donc voici un exemple de tranche, la tranche I par exemple, et on va analyser l'ensemble des forces auxquelles est soumise cette tranche. Donc on va commencer par le poids WI. Ce poids WI va se décomposer en deux composantes. La composante perpendiculaire au plan de glissement, donc là ça va être NI égale WI cosinus θ, et une composante parallèle au plan de glissement, ça va être TI égale WI sinus θ. Bien, alors, le NI va créer des forces de frottement qui vont s'opposer au glissement, et le TI, c'est une force
qui va provoquer le glissement. Donc, le NI qui va créer des forces de frottement, ça sera des forces de frottement de type NI cosinus θ, ça c'est la composante verticale perpendiculaire au plan de glissement, et tangente delta, c'est la force de frottement, plutôt l'angle qui va créer la force de frottement. Donc ça nous donne NI cosinus θ tangente phi, c'est-à-dire que le delta égale phi. Pourquoi? Parce que nous avons un frottement sol-sol. Je rajoute l'effet de la cohésion de la forme FC égale à A par B, A étant l'adhérence et B c'est la longueur ou bien la longueur du plan de glissement. Si je reviens à cette figure, le BI c'est cette distance. On va l'exprimer en fonction d'autre chose tout à l'heure. Alors, mais là aussi, nous avons un frottement sol-sol, donc l'adhérence sera égale à la cohésion. Maintenant, si je fais la somme pour l'ensemble des tranches, des N tranches, pour l'ensemble de O à B, nous avons la force motrice T, c'est la somme des forces motrices, somme des TI, et ça va être somme des WI sinus θ, ou bien W sinus θ. W maintenant étant le poids de la masse OAB. Même chose pour les forces de frottement, c'est somme des WI cosinus θ tangente phi égale W cosinus θ tangente phi. Idem pour les forces de cohésion, c'est somme des CBI égale CL. Le L étant la distance entre O et A, ou bien la longueur de la ligne de glissement. À la fin, nous allons faire une comparaison entre les forces motrices et les forces résistantes, ou bien on va définir un coefficient de sécurité vis-à-vis du glissement plan qui est égal aux forces résistantes sur les forces motrices. Donc, il s'agit de comparer les deux forces et voir si le talus OAB est stable. La condition à vérifier, c'est que les forces motrices sont inférieures ou égales aux forces résistantes. Mais le problème qui se pose, c'est que dans tout ça, on a fait un choix arbitraire de la ligne OA, c'est-à-dire le choix de θ. Si on choisit un autre θ' par exemple, nous aurons à la fin une équation ou bien une vérification de la forme W' sinus θ' inférieur ou égal à W' cosinus θ' tangente phi plus CL'. Bien, mais dans tout ça, on sait qu'il y a un maximum, ok, qui varie, qui est déterminé en fonction des valeurs de θ. Donc, cette équation présente un maximum correspondant à la dérivée nulle et à une pente θ bar. Il s'agit de voir si pour θ bar, ok, la pente de glissement réelle, ok, donc θ bar c'est la pente de la ligne de glissement réelle. La condition d'équilibre est vérifiée. On dira alors que le talus est stable. Donc, θ bar, après avoir transformé toute l'équation en fonction de θ, on va la dériver. On trouve que θ bar égale bêta plus phi sur 2. Donc, l'équation à la fin revient à cette équation gamma HCR sur C égale à 2 fois sinus bêta cosinus phi sur sinus carré bêta plus phi sur 2. Qu'est-ce que c'est que CR? Le CR représente la hauteur critique à ne pas dépasser pour un talus de pente bêta et donc de frottement phi et de cohésion C bien sûr. Bien, donc là, on ne va pas déterminer ni les forces motrices ni les forces résistantes, on va déterminer une hauteur. Cette hauteur, on va l'appeler la hauteur critique ou bien la hauteur limite à ne pas dépasser. Si on trouve que notre talus dépasse cette hauteur critique, on dira que le talus est instable. Si par contre le talus, ou bien la hauteur du talus H est inférieure à la hauteur critique, on dira que le talus est stable. Voilà. Donc, je vais résumer les cas. Si
j'ai un talus avec une cohésion nulle. Si bêta est inférieur à phi, le talus est stable. Pourquoi? Parce qu'on a défini que le phi, c'est l'angle de frottement interne du sol, mais également c'est l'angle du talus naturel. Par contre, si bêta est supérieur à phi, le talus est instable. Deuxième condition, si C est différent de 0 et bêta est inférieur à phi, nous avons un talus stable. OK? Par contre, si C est différent de 0 et que bêta est supérieur à phi, dans ce cas-là, on va déterminer la hauteur critique et on va la comparer à la hauteur du talus. Donc là, si la hauteur du talus est inférieure à la hauteur critique, le talus est stable. Si la hauteur est supérieure à la hauteur critique, le talus, il est instable. Bien, maintenant nous allons passer au deuxième cas de glissement, c'est-à-dire les glissements circulaires. Alors, pourquoi on s'intéresse au glissement circulaire? Parce qu'on a observé au niveau des terrains, les terrains glissants ont montré que la surface de glissement s'approche beaucoup plus d'un arc de cercle que d'un plan. OK? Donc, un constat. Pourquoi les terrains glissent suivant une forme circulaire? Donc là, on s'est inquiété et on a essayé de faire une étude lorsque la forme de la ligne de glissement est circulaire. Pour cela, on va utiliser la méthode des tranches. En quoi consiste cette méthode des tranches? Donc, on va supposer un talus de pente bêta, comme tout à l'heure, et une ligne de glissement circulaire. Bien sûr, lorsqu'on dit un cercle, on va le définir par un centre et un rayon. Donc, deux centres O et deux rayons R. La méthode consiste à diviser la masse glissante en tranches verticales et d'étudier l'équilibre de chacune de ces tranches. Donc, voici la méthode. Donc, nous avons un talus de pente bêta. Donc, on va définir un centre et un rayon et un cercle de glissement. À partir de là, on va diviser la masse glissante en plusieurs tranches et on va étudier l'équilibre de chaque tranche. Donc là, j'ai pris l'exemple de la tranche I. Voici l'exemple. Et on va supposer tout d'abord que la ligne de glissement circulaire, maintenant, elle est linéaire. Donc, la ligne de glissement circulaire, on va la transformer en une somme de segments de droite ou bien une ligne brisée. Dans ce cas-là, nous avons la tranche. La tranche I, elle est soumise à l'action de son poids, la réaction du sol au niveau du plan de glissement et on définit dans ce cas-là un coefficient de sécurité F. Donc là, nous allons avoir des forces résistantes, des forces motrices et on va faire le rapport. On suppose avant tout que la surface de glissement circulaire se transforme en une ligne brisée constituée d'un ensemble de segments relatifs à chaque tranche. Bon, alors, le poids W, comme tout à l'heure, va se décomposer en une composante perpendiculaire au plan et une composante tangentielle au plan. Donc, WIT, elle est tangentielle, donc c'est une force motrice. OK? On a tendance à faire glisser la tranche sur le plan alpha I, c'est une force motrice de la forme WIT égale W sinus alpha I. Qu'est-ce que c'est que alpha I? Alpha I n'est autre que la pente du plan de glissement. Donc, lorsque j'ai un plan de glissement, il est défini par une pente par rapport à l'horizontale. Donc, là, on remarque que chaque tranche, aura une pente. C'est pour ça que j'ai mis un indice alpha I. Donc là, nous avons la force motrice qui s'exprime par cette expression, WIT égale W sinus alpha I. Maintenant, WIN, il va agir ou bien il va créer une force de frottement. Agit comme un effort normal sur le plan de rupture, il développe sur ce plan des efforts de frottement et de cohésion qui s'opposent au glissement. Ce sont des forces résistantes. Bien, pour ces forces résistantes, nous avons
la composante perpendiculaire au plan multipliée par tangente delta, mais là nous allons prendre phi, pourquoi? Parce que frottement sol-sol, et c'est L. Ok, c'est la même équation que pour le glissement plan, sauf que là, qu'est-ce qui change? C'est le alpha I. Nous n'avons plus la même pente pour l'ensemble des tranches, nous avons des alpha I qui changent. Alors, à la fin, on va définir un coefficient de sécurité qui est égal à la somme des forces résistantes sur la somme des forces motrices. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc diviser la masse glissante en n tranches, 1, 2, 3, jusqu'à la fin. Ensuite, pour chaque tranche, puisque nous avons besoin de calculer ces termes, on va les préparer. On va calculer tout d'abord BI. C'est quoi BI? BI, c'est la largeur de la tranche. OK? Mais là, on préconise de prendre des tranches d'épaisseur égale, donc ça va être simple. Et tout ça va se faire sur une feuille de papier millimétré. Pourquoi? Parce que c'est une méthode beaucoup plus graphique qu'analytique. Donc, on va mesurer ces distances qui représentent les BI. On va dire première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, etc. On va dire B1, B2, B3, etc. Maintenant, HI, que représente HI, c'est l'épaisseur moyenne de la plutôt la hauteur moyenne de la tranche. Donc, je prends une tranche, je fixe le milieu de la tranche et je mesure cette hauteur. Voici le schéma de la tranche I et la définition de HI. Maintenant, le alpha I, c'est l'angle de pente. Alpha I, c'est l'angle de pente lorsque j'ai une tranche. Je remplace cet arc de cercle par une droite, bien un segment, et là je définis la pente au milieu de la tranche, que je définis par alpha I. Donc, troisième case à remplir, alpha I. Ensuite, c'est un calcul. Le premier terme, c'est ça, c'est-à-dire WI sinus alpha I, mais WI c'est quoi? C'est la masse volumique du sol par la surface BIHI. Donc, WI sinus alpha I ou bien gamma BIHI sinus alpha I. Première tranche, deuxième tranche, troisième. Donc, je prends ça multiplié par ça, par sinus de ça. Deuxième terme, la force motrice, la force résistante, pardon, c'est WI cosinus alpha I tangente phi plus CBI sur cosinus alpha I. Alors, CL ou bien BI sur cosinus alpha I. Donc, voici l'exemple. Cette distance, c'est cette distance sur cosinus. Alors là, nous allons également calculer ça. Comment? WI, c'est BIHI, gamma BIHI, cosinus alpha I, tangente phi, c'est une valeur fixe, plus C, la cohésion, BI sur cosinus alpha I. Donc, nous allons avoir des valeurs ici. Et si je veux déterminer le F, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme des forces motrices, la somme des forces résistantes ou bien de frottement, et le F est défini comme étant le rapport entre la force résistante et la force motrice. On dira que le talus est stable, mais cette méthode, elle est très longue. Pourquoi? Parce que au départ, on a choisi un cercle, mais on ne sait pas si c'est le bon cercle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant recommencer et choisir un autre cercle. Comment? On va faire un balayage horizontal, c'est-à-dire je vais décaler mon centre d'un pas. Par exemple, je vais prendre 50 cm de pas. Donc, j'ai un autre centre, j'ai un autre rayon et un autre cercle. Je vais faire la même chose, je vais trouver F2 par exemple. Si je trouve que F2 est supérieur à F1,
je dois revenir. Pourquoi? Parce que je dois déterminer le f minimum. Par contre, si je trouve f2 inférieur à f, ou bien f1, je continue jusqu'à ce que la valeur de f diminue. D'accord? Maintenant, une fois que j'aurai fait un balayage horizontal, je vais faire la même chose mais verticalement. Donc, je vais augmenter ou bien diminuer le point O. Même chose, si je trouve que le F augmente, je reviens. Ça ne m'intéresse pas le F qui augmente. Par contre, si le F diminue, je continue. Mais j'arrête mon calcul si jamais je trouve un F inférieur à 1. Si je trouve un F inférieur à 1, même s'il n'est pas le bon, je sais que le F que je cherche est inférieur à 1 également. Donc, je m'arrête et je dirai que le talus, il est instable. Bien, je vous remercie et à la prochaine fois.